Comment on trouve du sens? C'est toujours en se sentant exister aux yeux des autres. C'est Mmh. jamais autrement. Et même les gens qui te disent qu'ils veulent pas exister aux yeux des autres, que ça les intéresse pas, ça n'est pas possible. Psychologue, essayiste et docteur en neurosciences, Fanny Nussbaum est mon invitée cette semaine. Fondamentalement, l'humain est quelqu'un qui se raconte des histoires. Mon plus grand boulot, c'est de faire en sorte qu'il se raconte les bonnes histoires. Fanny est passionnée par la quête de performance et d'excellence. Elle décrypte et vulgarise les mécanismes du cerveau pour nous aider à être le plus souvent possible en état d'intelligence. Car oui, selon elle, l'intelligence n'est pas une capacité, mais un état qui varie selon tout un tas de facteurs. Nos ressources, je crois, sont phénoménales. Elles sont beaucoup plus importantes que ce que la plupart des gens pensent. Comment faire de sa vie une œuvre d'art? Comment trouver ce dans quoi on est bon? Pourquoi l'inconfort est-il indispensable à l'apprentissage? Ce sont des sujets qu'on aborde dans l'épisode. Je suis ravi de vous inviter à découvrir ma conversation avec Fanny Nussbaum. Salut Fanny, Salut. bienvenue sur Sagesse Moderne et merci d'avoir accepté l'invitation. Donc le podcast c'est Sagesse Moderne, je le rappelle, c'est le podcast qui part à la rencontre des explorateurs et exploratrices de la connaissance pour nous aider à nourrir notre quête de sens et aussi à mieux comprendre notre époque. Donc là, l'idée dans ce podcast, mes intentions, c'est vraiment de tirer des enseignements de sagesse de différentes personnes qui ont voilà, des visions différentes et de voir un petit peu voilà, que chacun puisse piocher ce qui l'intéresse. Je suis content de t'avoir parce que tu as une vision aussi qui va assez à l'encontre de ce qu'on peut entendre régulièrement sur tout ce qui va être performance et pas mal de choses aussi sur la façon de percevoir l'intelligence et de définir l'intelligence. Donc pour commencer, je vais d'abord expliquer un peu le programme. Ça sera en trois parties. Dans une première partie, on va comprendre, on va essayer de partir de ton parcours. Toi, tu es psychologue de formation et tu es une dominante aussi en neurosciences. Mhm. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui t'a mené à toutes tes réflexions que tu fais aujourd'hui et revenir voilà, aux prémices de ta vision. Ensuite, on parlera du fameux débat existentialisme vs essentialisme, un fameux débat en philosophie sur est-ce qu'on se découvre ou est-ce qu'on se construit finalement. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera de l'état d'intelligence, un sujet que tu as beaucoup traité, sur essayer de comprendre aussi comment on peut mieux utiliser notre cerveau et être plus performant au quotidien. Donc voilà, pour commencer, on va commencer du coup par ton parcours. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors, je me présente de façon très académique. Je m'appelle Fanny Nussbaum. Donc je suis en effet docteur en psychologie, chercheur en neurosciences et en psychologie et neurosciences et je m'occupe principalement de psychologie et de neurosciences, de l'intelligence et de la performance. Donc, voilà, c'est un sujet, assez, niche finalement, qui est peu traité aujourd'hui parce que, souvent on se préoccupe davantage de pathologique d'augmenter, l'humain ou de faire en sorte d'être une meilleure version de soi-même en psychologie et même en neurosciences donc voilà. Ok. Et toi, tu étais quel genre d'enfant? C'est une question où on commence direct. Ouais. Comme ça, tout de suite. Et bien, j'étais une enfant, je pense comme beaucoup de filles, j'étais assez intégrée, mais si pour un adulte qui m'aurait observée un tout petit peu, il aurait vu que j'avais déjà j'étais je ouais, je posais des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais très préoccupée par les grandes questions existentialistes, ou plutôt pas existentialistes, tu vois? C'est un mauvais, un mauvais, mauvais automatisme, par les questions existentielles, les questions de, la vie, la mort, pourquoi la justice, le bien, le mal, où est-ce que ça se situe, tout ça. Donc voilà et puis j'étais très curieuse et j'étais un vrai moulin à paroles comme, maintenant, ça m'a pas quittée et voilà, j'étais toujours heureuse de vivre, toujours, joyeuse, j'apportais toujours, de la bonne humeur autour de moi et je chantais, je dansais et voilà, c'est à peu près, ce que je Hmm. pourrais dire de moi. Super. Et j'ai lu que très jeune, tu découvres l'hypnose par une amie de tes parents. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer ce qu'est l'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas? Mais oui, alors oui, c'est vrai que je sais pas trop le situer, mais entre 8 et 10 ans à peu près quand j'ai découvert l'hypnose par Malou, elle s'appelle toujours d'ailleurs, et qui était une amie de mes parents. Puis ça, c'était dans une période un peu difficile de mon enfance où mes parents justement étaient en plein chamaillement, dispute, divorce et cetera. Enfin, donc avec ma sœur, on était
on était un peu prise en otage par leurs disputes parce que hélas, beaucoup ou presque tous les enfants de divorcés connaissent et puis donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions et moi qui étais une grande, rêveuse qui me posait plein de questions et cetera, je pense que ça m'atteignait énormément parce que j'étais vraiment très sensible et donc Malou, cette amie de la famille, à un moment a proposé, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'était vraiment pour, m'aider à quoi que ce soit, mais en tout cas, elle disait qu'avec mon imagination, ce serait pas mal que j'intègre ce cours qu'elle appelait pas hypnose, qu'elle appelait la relaxation, qui avait lieu tous les samedis, avec, un groupe d'adolescents et donc moi j'allais être la petite, la crevette, au milieu de ce groupe d'adolescents et ça a révolutionné ma vie parce que, en fait, j'ai appris que, donc ça va donner peut-être la définition de l'hypnose. J'ai donc un de mes livres, mon 3e livre s'appelle «Le cerveau sous hypnose» qui explique, ce que c'est que l'hypnose et j'explique que l'hypnose, c'est en fait c'est une utilisation orientée de son imagination. En fait, c'est l'imagination, c'est, je pense, l'outil le plus puissant, chez l'homme. Un homme avec les meilleures capacités, du monde, mais sans imagination, ne pourra pas aller bien loin. Un homme avec peu de capacités, mais beaucoup d'imagination pourra aller très, très loin. Et surtout qu'aujourd'hui, on sait que, l'imagination, c'est du corps, c'est-à-dire que si on imagine, bah, l'effet placebo, mais ça va même plus loin que l'effet placebo. Si je te donne un milkshake, avec rien du tout dedans, et que je te dis que c'est un milkshake détox, eh bien, ça va être vraiment ça va avoir un effet détox pour toi. Mmh. C'est-à-dire que ton corps va réagir comme si c'était détox et tu vas avoir un moins gros pic d'insuline, pic de glucose, pardon. Tu vas avoir, toutes tes métriques de santé qui vont réagir favorablement alors que c'est un vulgaire milkshake. Mais si je te dis, qu'au contraire il est très mauvais pour la santé et ben là, tu vas enfin ton corps va réagir comme si vraiment, tu avais ingurgité quelque chose de mauvais pour la santé et cetera et cetera. Donc voilà, l'hypnose, c'est utiliser son imagination pour, obtenir, un comportement différent de soi-même. Voilà, Mmh. si je devais le résumer. Tout ça pour en arriver là, Super intéressant. Non, non, merci. et du coup, ensuite, tu fais des études du coup de psychologie. Et tu finis avec un doctorat mention neurosciences avec les félicitations du jury. Comment s'est fait ce choix d'orientation? Ça a été dans la continuité, en fait, finalement, de cette découverte de l'hypnose? Oh non, parce que bon, donc en effet, l'hypnose, Mmh. bon, c'était vraiment j'étais très, Ouais. très jeune et puis après, ben, je me suis formée à l'université quand j'étais à l'université, je me suis formée par ailleurs en hypnose en Belgique avec un monsieur qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Thierry Melchior. Je me suis formée en sophrologie également à Lyon, donc ça je le faisais en parallèle et puis c'est autre chose, mais en psychologie de l'approche systémique. Donc voilà, ça c'était mes formations en dehors du OK. cursus, classique, universitaire en psychologie. Et puis ensuite, bah, j'ai eu mon DESS, à l'époque de mon temps, mon bon monsieur, le DESS, ça correspond OK. à un master 2 professionnalisant, on pourrait dire, Mmh. donc en psychologie et puis j'ai commencé à pratiquer en tant que psychologue et donc pendant quelques années, je ne sais pas combien de temps, enfin je crois qu'après le DESS, j'avais déjà commencé à pratiquer, j'ai passé un DEA, donc un diplôme d'études approfondies, c'est l'antichambre de la thèse, en fait, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais, juste parce que Mmh. j'avais besoin de continuer à nourrir un peu mon esprit et puis après, ben, oui, pendant quelques années, je ne sais pas combien de temps, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, j'avais déjà créé mon cabinet, j'étais déjà mariée, j'avais déjà un petit Mmh. garçon qui était jeune et tout ça et je me suis dit que, ça commençait je sais pas, je trouvais que c'était pas assez, je trouvais que j'étais pas allée assez loin dans la compréhension de ce qu'on appelait la psyché. Mmh. Je me disais: «C'est fou» parce que bon, j'avais eu quelques modules en neurosciences dans mon cursus, mais
mais vraiment rien en plus dont je me souvenais, rien qui avait été important pour moi. Et donc, je me disais: «Mais c'est quand même incroyable parce que je parle toute la journée avec mes patients de la psyché, de ce qui se passe en fait dans leur tête, donc dans leur cerveau, et je connais rien au cerveau». Et je me suis dit: «Enfin, je peux pas, en fait, continuer comme ça». Enfin, c'est je me sentais imposteur, mais je crois que j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur, mais vraiment jamais. Mmh. Là, je pense que c'était la réalité. C'est-à-dire que j'étais pas un imposteur parce que j'avais bien mon diplôme et cetera et que je faisais bien mon boulot, Mmh. mais j'étais un imposteur par rapport à moi-même et par rapport à l'exigence que j'avais vis-à-vis de moi. Je me disais: voilà, tu peux pas, finir ta vie psychologue à parler en permanence de psyché sans savoir ce qui se passe dans un putain de cerveau. Donc donc voilà, donc je suis retournée, à l'école, à la Mmh. j'ai fait une thèse, donc en effet en neurosciences, enfin, donc en même temps que ma première année de thèse, ma première ou deuxième année, je sais plus, je crois première. J'ai fait ce master 1, donc à Lyon 2, à l'université Lyon 2, pour, comprendre davantage le cerveau et cetera, et c'est toujours resté en moi l'hypnose, ça a toujours été, Mmh. un intérêt profond pour moi, donc ça m'a paru assez évident, quand j'ai dû faire une thèse. OK. Bon, la douleur chronique, c'était vraiment un sujet. En plus, j'avais un ami, enfin, je faisais des formations aussi, pour lui dans sa clinique, dans ses cliniques sur la douleur chronique et l'hypnose, et donc voilà, ça me paraissait assez évident de parler de douleur chronique et d'hypnose Mmh. à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai pas voulu rester sur la douleur chronique parce que ça aurait pu être aussi une niche pour moi, mais en fait, la dimension pathologique, ne m'intéressait pas. Heu Mmh. Ce qui j'ai vite vu, comme quand j'ai commencé à recevoir, même si encore une fois je crois que je faisais pas mal mon boulot, mais quand j'ai commencé à recevoir 1, 2, 3, 10, 20, 30 Mmh. patients, douloureux chroniques, et à les accompagner, je me suis dit: «Mais non, en fait, je j'ai pas envie d'être dans cette dimension pathologique, je veux accompagner des gens pour que, à un autre niveau, c'est pas là où je serais la meilleure, c'est pas là où je pourrais vraiment apporter quelque chose au monde, c'est plus dans le registre du, entre guillemets, «normal», hein. Si on parle en termes systémiques, fonctionnels, dysfonctionnels, ben, je serais plus, à chercher, une meilleure fonctionnalité, dans un système qu'à faire en sorte qu'on passe juste du dysfonctionnel au fonctionnel. Mmh. D'accord, et donc les patients que tu as accompagnés depuis, ce sont des patients qui sont, du coup, de quel, registre? Enfin, c'est Oh, aujourd'hui, ce sont, essentiellement des gens qui ont besoin de s'améliorer. Alors bien d'accord. sûr, il y a en fait, je dis ça, mais c'est pas aussi franc que ça. Mmh. C'est-à-dire que les douloureux chroniques sont vraiment dans un registre, ils sont très diminués, Mmh. avant de commencer un travail sur l'augmentation de soi, Mmh. il faut d'abord, leur réapprendre à vivre, tu vois? Juste donc c'est très lourd, c'est beaucoup c'est beaucoup d'énergie pour commencer le travail qui m'intéresse moi, c'est-à-dire Mmh. enfin, aujourd'hui je trouve ce terme, mais et qui est pas très heureux, mais l'augmentation d'une personne. Mmh. Et ça, c'est assez lourd, et là, les personnes qui viennent me voir parfois peuvent être en dépression, parfois peuvent Mmh. avoir, je sais pas, ou être justement en plein divorce ou autre, venir me voir par cette porte d'entrée. Mais toujours, en général, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils savent ce que je fais, l'intelligence, la Mmh. performance et tout ça. Et ils viennent vraiment pour chercher à s'améliorer, et même, pour apprendre à vivre et à voir le monde, d'une autre façon, d'une façon dépressive ou d'une façon victimaire, Mmh. il faut vraiment être ouvert à cette approche, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu as appris de toutes ces années à accompagner l'humain? Qu'est-ce que j'ai appris? Que nos ressources, je crois, sont phénoménales. Je crois parce que elles sont beaucoup, beaucoup plus importantes que ce que la plupart des gens pensent, et puis je crois que vraiment fondamentalement l'humain est quelqu'un qui se raconte des histoires, et que mon plus grand boulot, c'est de faire en sorte qu'il se raconte les bonnes histoires. Et que vraiment tant que tu te racontes l'histoire de, je sais pas, d'un Calimero,
bon, bah, on va dire tout le registre victimaire ou tout le registre, mais enfin quand même, ça moi je suis née dans tel environnement, comprenez pas trop là madame. Bah, voilà, tant que tu te racontes cette histoire, tu vraiment pas sorti d'affaire. Donc voilà, c'est beaucoup ça que ça m'aura appris. Qu'est-ce que ça m'aura enseigné aussi? Probablement et on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, la question du confort et de l'inconfort. Je crois que les gens cherchent beaucoup trop le confort dans, une certaine idée du bonheur, entre de dans, les petits plaisirs, toutes ces choses-là qui sont très, politiquement correctes en plus, qui sont très valorisées par le système. Il ne faut pas chercher à vouloir plus avec soi-même. Déjà, apprends à te connaître toi-même, sois sur ton chemin. Sinon on fait glisser vers l'existentialisme et l'essentialisme, mais voilà, c'est il y a il je crois que vraiment, ce sont des histoires très, très, très délétères qu'on se raconte quand on va dans le sens du confort et c'est bizarre parce que en plus, les gens te diront toujours, si tu leur poses l'équation comme ça: «Est-ce que c'est mieux de rechercher le confort ou l'inconfort?» Ils vont te dire évidemment l'inconfort. Bah oui, parce que vouloir les choses trop faciles, c'est pas bien et cetera et puis en fait, souvent, quand tu vas dans les histoires qui se racontent, quand tu vas dans ce qu'ils recherchent au bout du compte au quotidien, Mmh. c'est toujours la facilité. C'est toujours, bah, je sais pas, si je veux acheter une maison, bah, moi je veux quand même un truc où je peux poser mes valises, je veux pas non plus un chantier énorme, Mmh. ah bon? Donc enfin ça te dit pas de tout refaire de A à Z? Si, mais bon, quand même, il y a des gens qui savent faire, mais moi, c'est vraiment pas pour moi et tout ça. Voilà, donc, Mmh. dans tous les domaines de la vie, tu vas voir que systématiquement, la plupart des gens, ont comme automatisme d'aller chercher le confort versus l'inconfort. Voilà, ça fait aussi partie de mon boulot que Mmh. de les amener à la difficulté. C'est clair, mais c'est pas facile. En plus, on est dans une comme tu dis, on est dans une société où justement on tout tend à être le plus confortable possible. On essaie de se rendre les choses de plus en plus faciles au niveau global. Par exemple, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir à manger, ce genre de choses. Comment on fait pour justement se remettre dans une démarche d'inconfort? Parce qu'en fait, c'est presque aussi humain de chercher le confort et le chemin le plus Mmh. court. Mmh. Mais, comment on fait justement pour contrer cette nature qui va nous pousser, à la facilité peut-être quelque part? Je pense qu'il faut vraiment, créer de nouveaux automatismes. Il faut, c'est comme quand on veut arrêter, je sais pas, de boire ou le sucre ou enfin, au début c'est dur, Mmh. d'avoir ce mindset, tu vois? C'est je sais pas si je vais trahir un grand secret en disant que là où nous enregistrons aujourd'hui est au 6e étage et que, j'ai eu le grand plaisir, même s'il m'a fallu un peu de temps pour reprendre ma respiration ensuite, mais que tu me dises spontanément que toi, tu montais ces 6 étages à pied, régulièrement et donc on les a montés à Mmh. pied, Par choix. par choix, Mmh. c'est ça et donc tu vois, je te disais aussi en off que depuis, pas très longtemps, alors que je suis vieille, je me suis mise à faire le ménage. J'avais horreur de tout ce qui était trucs d'intérieur. J'allais dire, je me prenais pour une intello. Je sais que je suis une intello, mais vraiment, j'étais dans le costume de l'intello complet. Je fais pas à manger, je fais pas le ménage chez moi et tout ça. Tout le monde se débrouille comme il peut, mais en tout cas, ce sera pas moi qui le ferai et en fait, justement, je me suis dit que même ça, c'était trop de confort pour moi. Et que, je m'étais installée dans cette histoire que je me racontais et j'ai décidé de changer ça. Mais vraiment du jour au lendemain, je me suis dit: «Bon, s'il y a encore un truc à changer dans ma manière de vivre au quotidien, c'est bon, je me suis exposée, je m'expose régulièrement, donc je cherche pas le confort». Je sais que là, dans notre entrevue, j'aurais sûrement dit des conneries, des trucs avec lesquels je serais pas d'accord Mmh. peut-être, dans 1 heure mais et je sais que ça va certainement susciter, plein de réactions. Celle-ci, elle se prend au sérieux, mais enfin, mais que et ça, je suis mais vraiment, ultra à l'aise avec cet inconfort, peut-être trop justement maintenant. Voilà, il y a plein d'inconforts, que j'ai travaillé et qui sont devenus assez naturels chez moi. Mais celui-là, par exemple, c'était pas le cas et donc j'ai décidé, il doit y avoir un mois à peu près, de me lever un peu plus tôt le matin et de faire du ménage en même temps quand même que j'écoute un livre audio. Il fallait qu'il y ait un petit un petit truc quand même et maintenant je peux plus m'en passer.
figure-toi. Et quand les enfants, elle a mes enfants, le mari, enfin n'importe qui dérange quelque chose, autrefois, bon, je m'en serais pas préoccupée, je l'aurais laissé ça pendant 10 jours, comme ça, sans que, enfin, personne n'y aurait touché. Et là, je suis toute contente parce que je me dis: «En fait, il m'offre l'occasion, Mmh. de bouger mes fesses, et de ranger, il y a une difficulté, il y a un os et j'aime bien, je suis contente quand il y a une difficulté et donc c'est moi qui vais ranger et je vais faire quelque chose pour que ça change et puis eux, ben, ils feront leur apprentissage, quand ils auront besoin à un moment Mmh. et je leur enseigne aussi les joies de l'inconfort, les joies de pas et pourtant, chez moi, c'est confortable. C'est-à-dire que tout est fait pour que te je suis pas sang et eau pour, ne je sais pas, pour pour accéder à chez moi ou Mmh. pour, enfin, voilà, tout va bien, on a le chauffage, ça va. Mais, ça c'est plutôt un inconfort mental. Il faut, se dire que ouais, aller chercher cette difficulté en permanence, donc Tu dis à un moment, enfin, c'est une de tes phrases que je trouve assez jolie, c'est: «Mon objectif a toujours été de faire de ma vie une œuvre d'art». Comment on fait de sa vie une œuvre d'art? une vie qui est une œuvre d'art, c'est une vie où dans tous les domaines, dans toutes les sphères de sa vie, Heu, on est bien, on a créé du beau, on a créé de l'excellence. Donc je suis avec mon mari depuis, je sais pas, on s'est connus quand on avait 15 ans, donc vraiment depuis bien, bien longtemps maintenant. Je parle de lui, très souvent donc hem et il y a pas un moment où je le laisse en paix. Je veux dire, il y a il enfin, i je veux que ça soit parfait quoi entre nous, pas parfait dans le sens du couple bien sous tout rapport, mais et je crois qu'il a la même volonté que moi, que quand il y a bon, encore une fois pareil, quand il y a un os, quand il y a un problème, on résout ensemble, on fait de l'excellence quoi. On n'est pas là pour, vraiment notre chaque relation qu'on a, enfin là je sors du couple, chaque relation que j'ai, je souhaite que ça soit de la dentelle. Je souhaite que ça soit beau, qu'il y ait de que ce soit pas je sais pas, j'ai envie que la personne que j'ai en face de moi, que je découvre et qui me découvre, que ça soit pas un numéro pour moi et que je sois pas un numéro pour elle, que ça soit un vrai bon moment. Après peut-être on s'oublie, 1 heure après, ça bon, c'était super, merci et puis, on n'entend plus parler l'un de l'autre pendant, des années, voire toute la vie. Mais au moins, ce moment-là, il aura été beau, il aura été dans l'excellence. Ça aura pas été un truc de supermarché, bon et «Vous madame, qu'est-ce que vous faites?» «Bon, très bien, mais là, moi Mmh. je fais ça, merci, c'était super». Enfin, tu vois, il faut que ce soit profond, que ce soit beau, quoi. Mmh. Et comme je dis souvent, que ce soit une rencontre avec, la boulangère, avec le taxi, de bah, non, ici, pour le coup, j'ai pas parlé au taxi, il est on s'est pas adressé la parole, mais en tout cas, le peu d'interaction, le bonjour, quand je lui ai dit bonjour, j'ai regardé dans les yeux et il a vu que je l'avais vu et j'ai vu qu'il m'avait vue et pour moi, ça, c'est une œuvre d'art, enfin, ça, contribue à l'œuvre d'art. Donc voilà, pareil pour, mes relations avec mes enfants, je peux je considère pas que comme la plupart des occidentaux, qu'à tel âge, les enfants doivent partir de la maison, devenir autonomes, Mmh. sortir du nid, faire leur vie à part. Non, je considère que j'ai mis mes enfants au monde, c'est pour qu'on soit un clan, c'est pour Mmh. qu'on vive toute notre vie ensemble. Ensemble, ça veut évidemment pas dire, collés serrés, mais ça veut dire que toute notre vie, qu'on soit dépendants les uns des autres, qu'il y ait pas d'indépendance totale, des uns par rapport aux autres. Non, je veux que ce soit qu'on ait une construction commune, qu'on décide tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait, où on va, donc c'est aussi très exigeant et pareil pour mes amitiés et pareil pour mes relations professionnelles. Voilà, je veux que ce soit beau et c'est ça que je considère, comme une œuvre d'art, pour ma vie, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment être, pleinement présent et avec de l'intention, en fait, dans tout ce qu'on Ouais, fait. Ça exactement, rejoint cette c'est notion-là, ouais. ça. Mmh. OK. On va passer à la deuxième partie qui va parler plus du fameux débat, existentialisme vs essentialisme. Pour revenir un peu parce que j'ai lu ton livre «L'art de l'excellence» et dedans tu parles de dictature de l'humanisme et tu dis que tout a commencé avec, enfin, grosso modo avec l'arrivée de Jésus-Christ notamment. Mmh. En quoi du coup l'arrivée de Jésus-Christ
à transformer la psychologie et la manière de penser des humains? Je pense que Jésus a validé, l'idée qu'on est quelqu'un de meilleur quand on souffre, quand on est une victime, quand on est quelqu'un de vulnérable, de fragile. Et bon, j'allais dire au départ, c'était avec une bonne intention, j'en sais rien, je connais pas du tout les intentions de Jésus ni de ceux qui l'ont suivi. Mais, je pense voilà, qu'il y avait certainement, des problèmes, enfin des frustrations, de la part du peuple probablement qui se sentait pas écouté, qui se sentait asservi et cetera. Donc, bah, probablement que c'est né de cette frustration et ces difficultés-là. Mais, avec Jésus, je crois que vraiment pour la première fois, et je ne suis pas historienne, donc peut-être qu'un historien apportera la contradiction à ça. Mais je crois que vraiment pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, heu, on s'est mis à valoriser beaucoup plus la personne, victime, la personne vulnérable, la personne fragile, faible, que la personne qui avait le pouvoir, la puissance. Et donc je pense que ça aura été pour les pauvres, soit sur le plan pécuniaire, soit sur le plan de leurs conditions, sociales, ça va avec, mais de leurs conditions même physiques et bien ça aura été une prise de force, hein, une prise de pouvoir, par le peuple, pour, se dire: «Ben, en fait, ce qu'on est nous, c'est ça qui est bien et c'est ça et c'est ça la force, en fait. La force, c'est d'être faible». Et donc à partir de Jésus, je crois on a développé vraiment cette culture et on a déplacé le bien et le mal, en disant: «Bah, le bien, c'est quand tu es pauvre, quand tu n'es pas ambitieux, quand tu te présentes avec humilité, quand tu montres que tu as pas fait grand-chose ou quand on doit obéir à ce diktat donc de l'humanisme, mais de ce féminin à outrance, de cette vulnérabilité à outrance, de cette victimisation à outrance. Et donc les codes des réseaux sociaux, ce sont des codes où on nous dit qu'il faut montrer que vraiment ça fait partie du manuel du bon influenceur. Si tu lis le manuel du bon influenceur ou si tu fais une formation pour être un influenceur ou pour percer sur les réseaux sociaux et tout ça, on te dira qu'il faut mettre en avant ta vulnérabilité. Alors je ne dis pas qu'il faille pas la mettre en avant, ce que je dis c'est que c'est pas, en fait, il faut pas la mettre en avant ou ne pas la mettre en avant. Il faut la vivre. Si tu te sens vulnérable à un moment, c'est OK. Mais, aujourd'hui, on fait un commerce de ça. C'est devenu tendance, c'est devenu le truc chouette. Et pour mes enfants, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'ils se construisent, en étant tout fiers, d'être malade, d'être une victime, de dire: «Moi, j'ai vécu des difficultés, tu te rends pas compte», bah, ouais, ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur, en fait, d'avoir vécu des difficultés. Ça fait pas de toi quelqu'un qui a, quelque chose de plus que les autres. Après, si tu t'es sorti mieux de tes difficultés que les autres, oui, juste d'avoir vécu une difficulté, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien. Et je crois que Jésus nous aura apporté ça pour en revenir, au départ. Mmh. Et tu parles du bonheur, tu dis que ça ne peut pas être, un but en soi, en fait, et que c'est seulement la conséquence de nos actions. Du coup, quel peut être le but? Pour moi, le C'est but, propre à chacun peut-être? non, je crois pas, je crois, enfin, je pense que, j'irais vers Nietzsche et évidemment, j'allais dire, que, vraiment quelqu'un qui je trouve pense extraordinairement bien. C'est la volonté de puissance. Je crois que le but de chacun, c'est de se sentir, heu, important dans les yeux des autres, important dans le monde. Comment on trouve du sens? C'est toujours en se sentant exister aux yeux des autres. C'est Mmh. jamais autrement, en fait. Et même les gens qui te disent qu'ils veulent pas exister aux yeux des autres, que ça les intéresse pas, ça n'est pas possible, en fait. Ce qui fait que quand tu es dans une entreprise, quand tu es salarié dans une entreprise et que
j'ai déjà donné cet exemple plein de fois que tu fais exactement le même boulot que ton voisin de chambre, ton boss, ton N+1 vient, tous les jours, dire bravo à ton pote d'à côté, même si toi tu fais ton boulot correctement, qu'on t'a jamais rien reproché. Tu rentres chez toi et tu es mal et tous les jours tu es de plus en plus mal et tu peux entrer en dépression à cause de ça, juste parce qu'il a dit bravo à l'autre et pas à toi. Mmh. Donc, tu as besoin d'être important aux yeux des autres quand tu vas dans une réunion avec, des amis, une rencontre avec des amis, dans un groupe d'amis et que, toute la soirée, tout le monde parle, les uns des autres ou les uns avec les autres et que personne ne fait attention à toi, même si on a bien rigolé, même si tu as été intégré quand même, tu es là pour boire, manger, rire, avec les autres, tu rentres chez toi, tu es pas bien, tu vois? Et donc, vraiment, même ceux qui disent que ça leur importe peu, ce n'est pas vrai. Donc, on a besoin d'exister aux yeux des autres d'une façon ou d'une autre et c'est ça qu'on va chercher. C'est pas le bonheur. Le bonheur, déjà, ça n'existe pas et puis en plus, une fois que tu as ce que tu considérais comme étant le bonheur, je crois, je sais plus c'est qui est-ce qui racontait ça? Je crois que c'est, Comte Sponville qui disait, quelque chose du style: «Ben, avant je pensais que le bonheur ce serait quand j'aurai mon diplôme de philosophie, quand je serai devenue vraiment officiellement philosophe et puis maintenant, bah, ça fait des années que je suis philosophe et finalement j'ai pas encore atteint le bonheur, quoi». Mmh. Et voilà, le bonheur, on se dit toujours: «Quand j'aurai ça, je serai bien». Ou alors le bonheur, c'est ces moments de contemplation où tu sais, tu te dis, tu es là devant un coucher de soleil, tu es Mmh. là devant, devant, enfin un cadre dans un cadre bucolique et tu considères que c'est le bonheur, mais ça, c'est 3 minutes de ta vie, quoi, c'est rien du tout et c'est pas tu peux pas aller à la recherche de ça et puis comme le dit Nietzsche toujours, il dit: «La paix de l'âme n'est qu'un malentendu» et en fait, les gens qui cherchent le bonheur aujourd'hui, ils cherchent la paix de l'âme. Ils cherchent à être en paix avec eux-mêmes, mais tu peux pas chercher à être en paix avec toi-même et t'améliorer. C'est pas possible, en fait. Donc, la paix, elle doit venir ou le bonheur, ils ne doivent venir que après la bataille, pas avant. Tu dois pas chercher, ça doit pas être ton objectif. Si tu cherches le bonheur, tu as beaucoup moins de chances de le trouver que si tu ne le cherches pas. Mmh. Et si tu cherches l'intensité, tu as beaucoup plus de chances de trouver le bonheur. Mmh. Et quand je parle d'intensité, je parle de justement vivre, tous les moments, pas de petite façon, pas de façon gentille et proprette, quoi. Mmh. Et comment, concilier justement parce que tu dis qu'on cherche forcément, l'approbation des autres ou en tout cas la différenciation par le regard des autres, mais en même temps c'est difficile de bah, du coup, on a comment enfin concilier, je veux dire, le besoin de justement d'accomplissement et cetera, sans se conformer en fait à aux autres, au regard des autres? Parce que c'est ce besoin d'être, apprécié par les autres, ça peut nous pousser aussi à nous conformer et donc à ne pas exprimer, notre nature profonde en quelque sorte. Exactement, Ouais, c'est c'est ça qui est c'est c'est une compliqué. super question parce que c'est très délicat, en fait. C'est un savant dosage Mmh. parce que si tu es trop différent, tu vas être inaudible Mmh. et invisible. Tu vas devenir une anomalie et donc le système va te rejeter. Si tu es trop conforme, bah, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que tu ne seras pas une anomalie, tu seras bien intégré, Mmh. mais tu seras quand même invisible parce que, tu ne te seras pas différencié de la masse. Donc le truc, c'est d'arriver à être suffisamment différent pour te différencier, Mmh mh. Mmh. pour choquer ton système et voilà, pour être, toi, dans le sens, ce que tu veux être et suffisamment conforme, pour quand même parler la même langue que tes congénères et puis que ça résonne en eux et qu'ils puissent se retrouver en toi. Mmh. Donc c'est on réussit pas toujours et il y a plein de fois où on se plante, en tout cas pour moi, il y a plein de fois où je me plante, Mmh. où justement je suis trop, ou alors peut-être pas assez, parfois ça m'arrive aussi, un peu moins que trop. Mais parfois oui, parfois je pense que je me tais,
par manque d'énergie ou parce que je me dis: «Bon, bah, là, Mmh. heu c'est bon, je vais encore, passer pour ceci ou cela» et donc par manque de courage, aussi et et dans ce cas, ça me dessert donc c'est, je crois, vraiment une question de dosage tout le temps, soit différent, soit conforme, à la fois, les 2. Mmh. On va aborder la 3e partie sur, l'état d'intelligence. On va essayer de comprendre un peu comment optimiser, son état d'intelligence. Tu dis que du coup, c'est pas une capacité, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé ou ce qu'on pense en général, mais plutôt un état. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que enfin ça bon ça, évidemment c'est ce que c'est la suite d'une pérégrination mentale vraiment, sur des années où, je partais de la ce que j'appelle la phylocognition, que d'autres appellent le haut potentiel, la précocité, la surdouance et cetera et pendant très longtemps et encore beaucoup aujourd'hui considèrent que c'est ça l'intelligence. Que, l'intelligence donc c'est une capacité d'accès à la connaissance, à la pensée, une meilleure capacité de penser et cetera. Or, heu, je me suis toujours dit qu'il y avait un hic, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette idée que l'intelligence c'était, la phylocognition, que la phylocognition était l'intelligence. Parce que, ben, il y a plein de moments où, où ça fonctionne pas. Il y a plein de moments où même si toi et moi, on a de très bonnes capacités de raisonnement, il y a des moments où on est nul Mmh. avec notre pensée, alors que c'est notre truc, la pensée. Et pourtant, il y a vraiment des moments où on n'est pas capable de retrouver le fil de sa pensée, où on n'est pas capable, de produire une pensée digne de ce nom, de produire un argument. Il y a des moments où on est fatigué, où on va être impressionné par quelqu'un qu'on a en face de soi, où voilà, il y a plein de moments où on n'est pas capable d'utiliser cette capacité et certains qui ont cette capacité, peuvent, pendant toute leur vie, ne pas l'activer. Donc je me disais: «Ben, non, en fait, c'est pas on l'a ou on l'a pas». Il y a d'un côté la capacité, heu, de, bah, penser, de raisonner, d'acquérir de la connaissance et cetera et de l'autre côté, il y a autre chose. Et cette autre chose, j'en suis venue un jour à l'idée que cette autre chose, c'était un état. C'est-à-dire que on a tous des capacités différentes, qui a de très bonnes capacités de pensée, d'accès à la connaissance, qui a de très bonnes capacités athlétiques, qui a de très bonnes capacités, émotionnelles ou techniques, Mmh. je sais pas, oui, techniques, pragmatiques, de et bon, attends, il y en a plein, plein, plein Mmh. et parfois, on va être en état d'intelligence. Donc, on va être capable d'activer ses capacités et de les montrer au monde et parfois pas. Et donc j'ai établi qu'il y avait, 3, stades de l'état d'intelligence. Donc le plus bas, celui où on est peu ou pas en état d'intelligence, c'est l'antiphase. Je l'ai appelé l'antiphase. On n'est pas en phase avec son environnement, on n'est pas bien, on n'est pas raccord, on se sent rejeté, on rejette, il y a un truc pour savoir si on n'est pas en état d'intelligence, c'est quand on commence à dire: «Oui, mais». Quand on commence à beaucoup, beaucoup dire «oui mais», c'est que, il faut qu'on rentre se coucher Mmh. en général et puis, le deuxième stade de l'état d'intelligence, c'est, la compétence. Quand on est en compétence, on répond correctement aux attentes de l'environnement, on est plutôt en phase, ça va, ça roule. Donc on montre, correctement les capacités, 1res qu'on peut avoir. Et puis, le graal de l'état d'intelligence, le plus haut, le plus haut stade, de l'état d'intelligence, c'est la performance et quand on est en performance, alors là, on déroule, on a l'impression que tout est facile parce que, tout est, heu, tous les voyants sont au vert, en fait. On est complètement en phase avec son environnement et donc là, on arrive à montrer au monde, le meilleur de soi. Donc c'est l'état de performance qui est, le graal de l'état d'intelligence. Et comment on fait pour, trouver ce dans quoi on est bon? Ou dans quelle est notre intelligence ou notre type d'intelligence, ou dans quel état ou dans quel environnement on est le meilleur finalement? Eh beh, c'est une super question. En fait, c'est exploratoire, Mmh. de savoir ce qui nous met le mieux en état d'intelligence. C'est vraiment, tu vas voir que il faut trouver ton écosystème, en fait. OK. Hem, pour, par exemple, nous les filles,
Heu, on est plus scolaire, naturellement. On est beaucoup mieux dans un environnement scolaire et dans un environnement académique que vous les garçons. Évidemment, il y a des exceptions, mais Mmh. globalement, c'est comme ça. C'est ce qui fait que, les filles sont très bien, adaptées à l'école. Elles sont en général, bien sous tout rapport. On dit qu'elles se suradaptent, ce qui est pas faux, mais en tout cas, le système les aime bien, elles aiment bien le système, elles sont plutôt OK. Les garçons, eux, quand ils sont à l'école, très souvent, et ben, ils s'ennuient même que quand ils sont adaptés, ils s'ennuient, ils ont besoin de bouger, ils comprennent pas le sens de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils peuvent, soit rejeter complètement, soit, le faire, mais vraiment le faire, juste parce qu'il faut quoi, mais vraiment, ils cherchent le sens et ils trouvent pas le sens de ce qu'ils font. Et plus tard, très souvent, des garçons devenus hommes te diront: «Bah, moi, en fait, à l'école, je me suis pas du tout révélé ou alors j'étais, hyper, bougeon, j'étais un vrai dur à cuire» ou je sais pas quoi. Enfin, aujourd'hui, on dit plus ces mots-là, mais tu traduiras, dans ton vocabulaire de jeune. Plus tard, bah, j'ai trouvé, j'ai trouvé à un moment un écosystème qui m'a accueillie et où je me sentais en famille, où je me sentais bien, où je me sentais moi-même et là, j'ai développé ça et souvent, c'est pas un truc où tu vas te dire, jeune, «Ah ben, moi, c'est ça que je veux faire, et quand je le ferai, je serai épanouie». C'est pas ça, hein, souvent, certains disent et j'aime beaucoup, cette phrase-là, certains disent, pour, trouver le métier, qui fera sens pour toi, cherche à développer ton talent, pas ta passion et je suis assez d'accord avec ça, en fait. En fait, il faut voir, dans quel écosystème, tu as quelque chose dont les gens ont besoin et qui vont te montrer, qu'ils ont besoin de ça. Ma phrase n'était pas française, mais tu as compris. Hem, Heu, co voilà, où est-ce que, encore une fois, on va me regarder Mmh. et on va se dire: «Tiens, cette personne a quelque chose à m'apporter». C'est ça, en fait, un environnement, de performance. Alors après, il y a des gens qui vont suivre une passion et Mmh. avec les musiciens, les sportifs, très souvent ça part d'une passion pour un sport ou pour la musique et cetera. Ça, ce sont des exceptions. Mais, et là, bah, il y a passion et talent, s'ils réussissent, il y a passion et talent qui vont, en même temps. Et Mmh. même souvent, au bout d'un moment, je crois que n'importe quel métier, tu le fais plus par passion. Enfin, c'est rare quand même que la passion, à moins que tu sois vraiment un génie, que tu sois complètement obnubilé par Mmh. ton sujet tout le temps. Mais, la plupart des gens, même, des sportifs de haut niveau, même des sportifs professionnels qui s'éclatent et tout ça, il y a un moment où il y a des côtés un peu routine. Mmh. Voilà. Mais voilà, je crois que pour être en état de performance le plus possible, il faut arriver à trouver cet écosystème et c'est que pour certains, bah, ça sera un milieu ultra académique, ultra balisé. Pour d'autres, ça sera un milieu, plus, plus artistique, plus fou, plus sans code justement, sans hiérarchie et cetera. Enfin et puis certains, ce sera dans un domaine plus technique, plus là, pour le coup, c'est vraiment il faut explorer. Mmh. Il y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. Mmh. Tâtonner. Ouais, ça rejoint mon mantra que je répète quasiment à chaque épisode: Ouais. «Explorer vos curiosités». Et oui, C'est ça, c'est c'est vrai. vraiment cette idée-là de partir de ce qui nous attire un petit peu et en fait tester et il faut pas hésiter quoi, à explorer différents environnements, s'ouvrir en fait et tester Exactement, plein de choses. c'est le principe de la pensée abductive. Tu sais, la OK. pensée abductive où tu vas faire une enquête, tu vas aller à gauche, Mmh. non, ça, c'est à droite. Tu vas aller à droite, ça va pas trop Mmh fonctionner mh. ou tu vas enfin, c'est la pensée de Sherlock Holmes, en fait, la pensée OK. abductive. C'est, tu mènes ton enquête, Mmh. et puis tu suis un chemin, ce chemin, il mène à rien, mais quand même, il t'aura fait penser à autre OK. chose qui va paf, 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 tu vas et tu suis comme ça des chemins qui sont pas d'une logique implacable, Ouais. c'est pas linéaire, quoi, Mmh. c'est beaucoup plus circulaire et je crois que c'est vraiment, la logique de l'expérience Ouais, c'est plutôt ça. que l'expérience versus la théorie, tu vois? Mmh, ah ouais, c'est apprendre par essai erreur quoi et justement tu dis qu'on apprend plus ouais par, par expérience que par Ouais. la raison?
Ouais, C'est, beaucoup plus. Enfin, le ouais, le cerveau est beaucoup plus câblé OK. pour apprendre par l'expérience que par, la raison. Donc la raison, c'est plutôt le cortex préfrontal en fait, la ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, tu en as certainement entendu parler. La plasticité cérébrale, c'est en fait une désorganisation de ton cerveau pour se réorganiser. Quand ton cerveau tombe sur une difficulté, il fait des erreurs ou il n'arrive pas à apprendre quelque chose, enfin il ne comprend pas quelque chose, donc il tombe sur une difficulté donc il va se désorganiser pour trouver une nouvelle manière de fonctionner. Puisque finalement quand tu apprends quelque chose, ça veut dire qu'il y avait quelque chose que tu faisais pas bien ou que tu Mmh. savais pas faire et tu dois apprendre à trouver une nouvelle manière de fonctionner pour l'apprendre. Donc, ton cerveau se désorganise à un moment, donc tu es en période de fragilité et ton cerveau est fragile à ce moment-là. En fait, c'est le cerveau des enfants, a une beaucoup plus grande plasticité cérébrale jusqu'à la mise en place complète, du système nerveux et qui va être autour de 25-30 ans, tu vois? Donc c'est assez tard, on va dire 25 ans pour être optimiste. Voilà, vers 20 en réalité, c'est plutôt vers 28 ans que ta substance blanche, c'est-à-dire les la gaine, je vais y arriver, la queue de tes neurones, OK. on pourrait dire, qui s'appelle l'axone et la substance blanche autour, c'est une gaine de myéline qui fait que Mmh. l'information va aller, plus rapidement d'un point à l'autre, va être transportée plus rapidement d'un point à l'autre. Eh bien, cette substance blanche, elle finit vraiment, autour de 28 ans de se mettre en place dans le cerveau d'un enfant, devenu, Mmh. plus qu'adulte pour le coup donc vraiment, ton cerveau, avant ça, il est assez malléable, Mmh. assez, plastique, ce qui fait que quand tu es enfant, bah, tu apprends plus facilement, hein. On le sait tous, on a Mmh. tous entendu qu'un enfant, il apprend beaucoup plus vite, il peut apprendre beaucoup plus vite une langue étrangère et cetera. Pourquoi? Parce que justement, il a, cette plasticité cérébrale naturelle. Mais après, une fois que son système est verrouillé, alors bien sûr c'est pas à vie qu'il va être verrouillé comme ça, mais à ce moment-là, quand tu deviens adulte plus, eh bien, quand tu dois, apprendre quelque chose, il faut te désorganiser. Tout ce qui s'est bien câblé, bien structuré, il faut le désorganiser pour qu'il trouve une nouvelle organisation. Donc tu veux apprendre l'anglais tard, ton cerveau, il faut qu'il se déstructure pour se restructurer autrement. Donc vraiment, le meilleur apprentissage qui soit, c'est dans l'inconfort. C'est dans cet inconfort de la plasticité cérébrale. S'il n'y a pas Mmh. de plasticité cérébrale, il n'y a pas d'apprentissage, c'est pas possible en D'accord. fait. Donc il faut que tu mettes ton cerveau en inconfort. Donc pour ça, il faut que tu sois, pas trop sûr de toi, que tu sois conscient de tes failles et que tu aies envie de poser une bombe dans ton cerveau pour recommencer. Et au contraire, c'est pas, tant en raisonnant, par exemple, si tu dois apprendre, un geste au tennis Mmh. et que, tu prends un coach, en général, si tu prends un coach français, ce sera davantage comme ça. Le coach français, imaginons que tu doives apprendre le coup droit au tennis et ben, ton coach français, pardon pour les coachs français, en plus les coachs de mon fils sont super, mais souvent, ils vont venir te voir, toutes les 5 minutes. Tu es là en train d'essayer tes coups droits et toutes les 5 minutes, ils vont venir te voir, ils vont dire: «Non mais là, tu as pas bien fait pour telle et telle raison, donc maintenant tu recommences et tu fais beaucoup ton geste beaucoup mieux, tu prends la balle là ou là ou là» ou je sais pas quoi. Donc c'est beaucoup dans le raisonnement Mmh. comme ça, en fait, on sait maintenant que le cerveau apprend moins bien, qu'on apprend moins bien, que si il te laissait faire pendant une demi heure sans rien te dire, que toi, tu fais plein d'erreurs au coup droit, mais petit à petit, en fait, ton cerveau, il apprend, il se désorganise correctement, mais il sent quand c'est pas bon. Il faut que tu lui aies expliqué avant évidemment parce que mais quand ça marche pas, quand ton cerveau voit que tu mets pas la balle, de l'autre côté du filet exactement comme tu voudrais, il sait que c'est pas bon. Donc il apprend tout seul et tu vas comme ça moduler, ton Mmh. ton mouvement et petit à petit tu vas apprendre mieux. D'autant plus si le tu as eu l'explication avant et donc s'il te donne l'explication après, on va dire une demi heure après, qui te laisse un petit peu mouliner tout seul, une demi heure, une heure après et qui te donne toutes les explications,
tu apprendras beaucoup mieux que, s'il vient te «déranger» entre guillemets toutes les 5 minutes pour te dire: «Non, là, c'est pas bien, il faut que tu changes» et cetera. Et Donc comment on peut faire pour un philo cognitif qui passe son temps à passer tout par la moulinette de la pensée? Je fais une petite pause ici pour vous définir le mot phylocognitif. C'est un concept théorisé par Fanny qui vise à définir tous ces individus qui réfléchissent de façon différente et ne peuvent s'arrêter de penser et de se poser des questions. Le mot phylocognitif est une alternative au terme surdoué, précoce ou haut potentiel, dont la définition était trop restrictive. Comment on peut faire pour un philo cognitif qui passe son temps à passer tout par la moulinette de la pensée pour justement apprendre par l'expérience sans passer par le raisonnement? Est-ce que c'est possible pour un... c'est possible, mais c'est Ouais. très difficile. C'est Ok. les gens, réfléchissent trop en général, ce qui fait que, ils passent trop de temps en préfrontal Ok. et ils n'agissent pas. Les phylocognitifs, encore plus que la plupart des gens. Eux, c'est vraiment tout le temps parce qu'ils se sentent tellement à l'aise dans leur pensée, c'est leur refuge, la pensée. Donc, dès qu'ils vont avoir une difficulté, plutôt que de l'affronter, directement, ils vont aller, se réfugier là où ils sentent que le refuge est et où ils se sentent le mieux. Sauf que la plupart du temps, c'est pas en réfléchissant, qu'on arrive à résoudre son problème, c'est en agissant. Hmm. Donc, heu, en fait, comment faire pour un philo-cognitif, comme pour les autres, mais encore plus pour un philo-cognitif, c'est s'entraîner à l'intuition et s'entraîner à l'instinct. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre l'intuition et l'instinct? C'est que, l'intuition, c'est quand tu sens quelque chose. Tu sens quelqu'un ou tu le sens pas. Mhm. Tu sens une situation ou tu la sens pas. Tu sens qu'il va se passer un truc, ou que ça va pas se passer. Donc ça, te on est tous câblés pour sentir les choses. Maintenant, très souvent, un philo-cognitif, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il a senti quelque chose? Il va se mettre à analyser. Hmm. Il va dire: «Ah oui, mais j'ai senti ça, je pense que c'est parce que j'étais dans telle situation ou parce qu'il m'a dit ça d'abord ou parce que ou je le sens pas, mais parce que, je pense qu'il faut que je lui laisse une seconde chance pour telle et telle raison». Il va commencer à élaborer mentalement autour de ça. Quelqu'un qui est plus souvent en état de performance, quelqu'un qui a l'habitude de l'état de performance, et ça ma dernière étude le montre, le prouve, eh bien, il va passer de l'intuition à l'action directement et ça c'est l'instinct. Il va passer de l'intuition à l'action sans passer par le raisonnement. Ok. Ce qui fait qu'il a ça juste pour ceux que le cerveau intéresse, c'est ce qui fait qu'en fait, il a, une modularité cérébrale, c'est-à-dire des petits modules internes, qui fonctionnent en dehors du raisonnement de façon beaucoup plus efficace, que, les autres gens. Donc nous, philo-cognitifs, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est le plus possible sentir et se lancer Hmm. et Heu, toujours, éviter de passer par la pensée. Est-ce que ça veut dire que nous, les philo-cognitifs, je dis toujours pas éviter de passer par la pensée, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de penser alors que c'est notre truc, la pensée? Pas du tout, pas du tout. Au moment de l'action, et bien, là, tu ne dois pas penser. Au moment chaud où tu dois prendre une décision, là, tu ne dois pas penser. Alors, je parle de prendre une décision, pas de faire un choix. Hein, le choix, c'est quand c'est réfléchi, que tu as fait ta colonne A, ta colonne B, Hmm. là, tu dois réfléchir, évidemment. Mais quand les 2 colonnes sont au même niveau, que il y a rien qui se détache dans les 2 colonnes, là, tu tombes sur la décision. Tu dois trancher, Hmm. hein. C'est ça la décision, c'est de trancher. Et donc, trancher, nous, c'est ce qu'on ne sait pas faire ou c'est ce avec quoi, nous les philo-cognitifs, ce avec quoi on est le moins naturel. Il faut s'entraîner à trancher, trancher, trancher Hmm. et écouter son intuition le plus possible. Ok. Donc ça, c'est vraiment difficile et encore une fois, ça n'empêche pas de penser. Avant, tu peux penser pendant des heures et des jours et des nuits Hmm. et après, tu peux penser, analyser ce qui s'est passé et cetera, bien sûr. Parce que tu es philo-cognitif et ça, Hmm. c'est ta botte secrète. Mais voilà, si en tant que philo-cognitif, tu dois, qu'est-ce qu'on fait, nous les philo-cognitifs? On fait des, heu on
on aime, écrire, on aime, proposer une pensée, Mmh. développer sa pensée, soit par des communications orales, soit par des communications écrites, soit, je sais pas comment d'ailleurs. Donc, à ces moments-là, quand on voit qu'on commence à peiner parce qu'on est trop dans le moulin intérieur: «Mais non, mais je vais pas l'écrire comme ça parce que Mmh. ta 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 ta», qu'est-ce qu'on fait? On on écrit n'importe quoi. OK. On écrit, on écrit, on écrit. Qu'est-ce qu'on fait quand, ce qui m'arrive tout le temps, ce qui m'est arrivé plein de fois là dans notre échange, quand on n'arrive plus à trouver sa pensée, quand on est un peu perdu, on se lance, on parle d'autre Mmh. chose, on rebondit sur le dernier mot, OK. tu vois? Et ça revient, du coup la pensée. Ça fait quelque chose au départ qui peut paraître, c'est inconfortable, mais il faut être à l'aise avec cet inconfort. Je vais arriver aux dernières questions, de ce podcast. Tu parles, enfin, tu dis que c'est important aussi d'avoir des modèles ou des gens de qui s'inspirer. Mmh. Qui t'inspire, toi? Les gens qui m'inspirent et qui sont vivants, sont plutôt des gens qui sont en performance. Les gens qui m'inspirent et qui sont morts, par exemple Nietzsche, hem, s Nietzsche, je pense que tu vois, il était toujours malade, Mmh. il était, justement, enfin, je trouve que sa vie personnelle est assez pauvre, enfin, je sais même pas, je trouve là, pour le coup, si on le connaît un peu, Mmh. voilà, il n'a jamais eu vraiment de femme dans sa vie. Il a eu une sorte d'amour, Mmh. avec, enfin même pas avec, tout seul pour Lou Salomé, il est mort, fou, dans les bras de sa mère et de sa sœur, ou de sa sœur seulement, je sais plus, mais pour qui il n'avait aucune affection, réellement, enfin un peu quand même, mais c'était pas des personnes qu'il estimait. Donc voilà, si je regarde sa vie, c'était loin d'être une œuvre d'art, comme on dit. Mais sa pensée, Mmh. j'ai jamais vu une pensée comme celle-ci. Enfin, c'est, émouvant pour moi. Mmh. Donc heu, donc il m'inspire en ça, c'est-à-dire que je veux me hisser à son niveau de pensée. Je sais pas si j'y arriverai, Mmh. mais en tout cas, je le souhaite, je tends vers ça, je cherche vraiment à tendre vers ça. Ça m'inspire. Après, d'autres personnes qui m'inspirent au quotidien, mais pareil, enfin, elles m'inspirent, mais pas du tout parce que je veux aller dans leur sens. Enfin, notamment, j'ai un ami, bah, dont je parle souvent, et enfin, je le considère un peu comme mon jumeau. On s'est trouvé il y a pas si longtemps. Il s'appelle Sacha Rosenthal, et c'est un super chef d'entreprise, hein, et je le considère comme un génie de l'entrepreneuriat. Heu, Quelqu'un d'extraordinaire. Ben, il a quitté l'école à 14 ans, et donc évidemment, pas le bac, il a créé son entreprise qui s'appelle Xefi, et qui maintenant, enfin, je crois que l'année dernière, il a fait près de 400 000 € de chiffre d'affaires, Waouh. et l'entreprise lui appartient à lui tout seul. Il y a pas d'investisseur extérieur, il a pas fait de levée de fonds, et Mmh. cetera. Il vise, Incroyable. il vise le milliard, il a 2 000 personnes qui travaillent pour lui, enfin pour lui, pour l'entreprise Mmh mh. surtout. Et c'est quelqu'un de merveilleux. Il comprend tous les rouages, tous les rouages de l'entreprise, et je l'ai appelé il y a quelques jours parce que je suis en train de travailler sur la phylocognition particulièrement, et lui, c'est un c'est le roi de la phylocognition, et pourtant il n'a pas vraiment d'intérêt pour il met sa pensée au service de l'entreprise, Mmh. il comprend tous les mécanismes de l'entreprise, et cetera, et je lui disais: «Mais est-ce qu'à un moment, ça t'a intéressé d'étudier, les économistes, les théories des économistes, les je sais pas, Keynes?» Moi, j'ai sorti des noms, tu sais, que enfin, Mmh. vraiment et il me dit: «Qui c'est Keynes?» Enfin, en gros, tu vois? Vraiment, mais il comprend tout, et il comprend tout même à l'humain, parce que, dans sa manière de gérer les ressources humaines, je suis allée 1000 fois dans son entreprise, et vraiment, je trouve qu'il y a une gestion comme nulle part ailleurs, où vraiment tu sens qu'il y a une énergie, qu'il y a un plaisir à être au travail. Alors évidemment, il y a sûrement des exceptions, mais Mmh. c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça, quelqu'un comme Sacha, il m'inspire énormément, mais il m'inspire parce que,
ça va être, paraître prétentieux parce que je me sens pas prétentieuse. C'est parce que je sens que c'est quelqu'un de ma famille vraiment et je Mmh. sens qu'on est de la même famille de pensée, même si je serai jamais l'entrepreneur qu'il est, je cherche même pas d'ailleurs. Mais on est un peu les 2 faces de la même pièce, quoi. OK. Donc pour moi, c'est inspirant parce que j'ai l'impression d'avoir un alter ego sur terre, en plus de mon mari, et que c'est quelqu'un, ouais, qui est époustouflant, quoi. Tu Mmh. vois? Je suis un alter ego époustouflant. Et est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, que tu aimerais nous partager? Bonne question, je sais pas, je lis beaucoup, Mmh. peut-être enfin, c'est un classique et je pense que c'est la ressource de beaucoup de gens, donc en tout cas un livre qui aura marqué beaucoup, beaucoup de gens, c'est Romain Gary, La promesse de l'aube. Mmh. Heu, je l'ai pas relu, depuis 1000 ans, Mmh mh. mais je crois que si je le relisais, je pleurerais encore et j'ai vu le film, Mmh. le film est magnifique aussi, donc ouais, vraiment ça. Mmh. Comment et ça m'a parlé beaucoup pour cette maman, tu vois? Pardon, Mmh. la fille qui repart pour un Ouais, tour. ouais, vas-y. Parce que, Le rapport en entre fait, les 2. oui, cette maman et j'ai eu l'impression, en plus, ça m'a vraiment intéressée la communication sur le film, comment ça s'appelle? La promotion, quand le OK. film est sorti. Parce que, Charlotte Gainsbourg disait, que ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'elle devait tout le temps s'excuser, demander pardon pour parce que la maman, je sais pas si tu as lu La promesse de l'eau, mais c'est vraiment c'est une maman un peu abusive, une maman qui Ouais. veut à tout prix que son enfant réussisse et tout ça, donc tu vois, bah, évidemment, il y a un petit truc de la maman en moi qui et tout le monde l'a présentée un peu comme un monstre, cette Mmh. maman, mais cette maman, elle a fait Romain Gary, quoi. Alors oui, Romain Gary s'est suicidé, mais, mais elle nous a cette maman, elle a donné au monde un Romain Gary, Mmh. un gars qui a tout fait dans sa vie et qui voilà, qui je pense, a vraiment contribué Mmh. à la grandeur de l'humanité plus que beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et donc voilà, c'est vraiment, je trouve que la question du parent, de comment le parent éduque son enfant, cette femme était, il y a pas de doute qu'elle était, ultra dans l'intrusion avec son fils, qu'elle était vraiment très pressante, très oppressante, Mmh. mais il y a pas d'amour plus grand que celui-là, tu vois? Mmh. Et je me dis, je pense souvent en plus à elle parce que, tu sais, elle lui faisait, je crois, je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais elle lui faisait tenir une sorte de journal de tous les grands de ce monde, mais qui n'étaient pas morts. Mmh. Ou ouais, ouais, un truc comme ça, ou non, qui avaient réussi leur vivant, quelque chose comme ça. OK. Enfin, bah, tu vois, j'ai un ouais, ouais, je crois que c'est qui avaient réussi de leur vivant. Et c'est ça, en fait, elle voulait pas que ce soit quelqu'un qui de son vivant ne réussisse pas. Elle voulait vraiment qu'il atteigne un état de performance, de Mmh. folie, quoi. Donc après, pareil, Romain Gary, je suis pas sûre qu'il ait été, vraiment heureux, donc ça va contre Mmh. ce que je te dis de la performance et l'intensité qui rend heureux. Mais, en tout cas, je crois plus que d'autres ou plus Mmh. que s'il n'avait pas eu ce chemin-là. Donc Mmh. Quel conseil donnerais-tu à la Fanny de 20 ans? ne change rien. Je dirais à la Fanny de 20 ans, aujourd'hui tu es, un extraterrestre, demain tu le seras encore un peu, mais, aujourd'hui tu es tu sembles complètement azimuté, tu sembles, tu pas de structure, tu es, ouais, tu es d'un autre monde, mais tout ce que tu vis là, tous ces enfin, c'est même pas de l'extraversion, c'est de l'exubérance que j'avais, ça construira celle que je suis, moi, maintenant et donc merci, quoi. Donc ne change rien, ne change rien, continue, refais toutes ces bêtises, prends-toi des murs dans la figure, fais face aux gens qui veulent te rabaisser ton caquet en permanence,
soit culottée, soit, celle que tu es, vu que ça va donner celle que je suis aujourd'hui, ben, j'en suis fière, donc merci et je dirais mais, tu en fait, tu sais pas si ton chemin est le bon parce que c'est un chemin ultra chaotique que tu Mmh. prends, mais je dirais en fait, le puzzle se crée à un moment, quoi. Il y a Mmh. toutes ces pièces qui vont dans tous les sens. Tu crois que c'est pour rien, que tu auras perdu un temps, incroyable dans tel ou tel chemin, mais en fait non, tu vas voir qu'à un moment, tout va s'assembler et tu vas pouvoir être un guide pour certains et c'est Mmh. le plus beau cadeau que tu puisses me faire, donc merci petite Fanny. Génial. Est-ce que tu as des idées de personnes qui pourraient venir dans ce podcast Sagesse moderne pour parler de Heu, sens? eh bien, je ne sais pas, Sacha, Ouais, mais je ne sais pas c'est s'il serait OK, mais en effet, Sacha Rosenthal, c'est ouais, quelqu'un de merveilleux et puis, bah, des amis dont je t'ai parlé qui sont aussi des ouais. personnes extraordinaires, Mmh. Amy Vai, Charlie Head. OK, très bien. Dernière question, si tu avais un tableau géant qui serait visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Ah! J'écrirais peut-être, une phrase de Picasso. Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune, mais il y a aussi des êtres qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil. Magnifique. Parfait pour finir en beauté. Merci Fanny pour tout cet échange, c'était passionnant. Merci Elliot. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver, s'ils veulent te Beaucoup sur contacter? LinkedIn. LinkedIn? Ouais, LinkedIn, c'est vraiment ça mon marche. fief. OK, trop bien. Bon, bah, plein de bonnes choses pour la suite et à bientôt. Merci, c'était très chouette. Merci d'avoir écouté Sagesse Moderne. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a plu, alors je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à me faire vos retours sur l'épisode. Ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Encore merci à vous et à très bientôt sur Sagesse Moderne.